Merci pour l'invitation et merci pour être ici dans cette nuit de fois ici à Nancy. Mon sujet ce soir va être l'agence de vérification des nouvelles. Comme toujours, je cherche une traduction française et la traduction française, c'est fact-checkers. Donc, j'imagine que vous êtes au courant de qu'est-ce que ce type d'agence fait. On prend des propos de personnalités politiques et on essaye d'évaluer à quel point ils sont veraces, il y a une vérité qu'on mesure à travers une échelle comme celle que vous avez sur l'écran. Et ces types d'agences ont proliféré un peu partout pendant les 10 dernières années. Et on pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose par différentes raisons. La première raison, c'est que euh, ils font beaucoup mieux que la presse le travail de la presse. Pourquoi est-ce qu'on veut la presse dans une démocratie pour faciliter ce qu'on appelle en anglais la accountability et en traduction française la reddition des comptes. Ça veut dire, si on informe aux électeurs de que les personnalités politiques pour lesquelles ils votent leur disent des mensonges, on peut attendre que les électeurs vont leur punir avec des votes pour d'autres candidats. De ce point de vue-là, la, la presse a toujours joué un rôle fondamental dans nos démocraties et les fact-checkers pourront faire ce que la presse a fait jusqu'ici d'une manière plus efficace, pour deux raisons. Première raison, parce que c'est plus facile à saisir dans quel sens un propos se dit mensonge. Prenez l'échelle. Vous n'avez pas besoin de lire tout un article de presse pour... Continue, continue, t'inquiète. Ah, mais l'interventionniste français. Mais non, Anna, tu m'intimides. Ok, parfait. C'est bon? Ton public a demandé de te voir, en fait. Ah, je suis pour vous. OK. C'est plus efficace pour capter si quelqu'un te dit mensonge, une échelle comme ce que vous voyez dans l'écran, qu'une longue pièce journalistique dans laquelle il faut décortiquer toute l'information et essayer de former ta propre opinion. De ce point de vue, les agences de vérification sont plus efficaces. Mais ils sont en plus, on nous dit souvent, plus objectifs. Parce qu'une bonne agence de vérification suit une méthode reproducible. De ce point de vue-là, euh, il s'évite le biais typique des rapports journalistiques et il nous propose des évaluations sur la vérité des propos politiques qu'on peut reproduire nous-mêmes chez nous pour savoir si il est bien fait et nous persuader d'une manière que les rapports journalistiques ordinaires ne pourraient jamais attendre. Jusqu'ici, ça va bien. Ça veut dire que je la tendance à parler de bits et à finir top, ce qui est idéal à cette heure du jour. Donc, si vous voulez, mais si vous comprenez, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à m'interrompre au numéro du temps. OK, donc ça, c'est la pub pour les agences de vérification. J'imagine que vous êtes tous plus au courant de ce qu'on fait parce qu'on a plusieurs en France. Ce que je vais faire ce soir, c'est essayez de vous persuader de que la reproducibilité n'est pas la guide épistémique adéquat pour les agences de vérification pour une raison fondamentale, ça veut dire avec des méthodes de vérification reproducibles, on n'arrive qu'à détecter des mensonges complètement irrélévants dans la vie publique. Pour chasser les mensonges vraiment importants, il faut suivre des méthodes pas reproducibles. Mais dès qu'on l'admet, quel est l'avantage? On pourrait se demander du fact-checking à l'égard du journalisme traditionnel qui n'était déjà pas reproducible. Et à la fin, je veux soutenir la thèse de que le fact-checking, c'est le low-cost journalism. Et je vais essayer aussi de trouver une traduction pour low-cost. La France, c'est formidable de ce point de vue-là. Vous vous appropriez de l'anglais d'une manière que les Espagnols en songent à le faire. OK. Bon, voilà ce que je vais vous expliquer. Je vais le faire en 4 pas, 4 étapes. D'abord, je vais vous présenter le division sur le fact-checking qu'on trouve dans les métiers, entre les journalistes qui le font. Puis, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un protocole de vérification reproducible pour passer après à vous montrer de quelle manière il y a un équilibre inestable pour trade-off, je ne vais pas trouver la traduction, entre la reproducibilité et la rendition de comptes.
on ne peut pas avoir les deux en même temps. Ça va être ma thèse centrale. Pour finir avec quelques remarques critiques à propos des agences de vérification. Tout ça fait partie d'un projet que je développais avec des media scholars, des scientifiques de la communication à Madrid, et c'est basé sur la thèse de mon étudiante Alejandro Fernández, qui va se faire chasser dans l'avenir par quelques agences de vérification en Espagne qu'il a suivi comme étude empirique qui accompagne le travail que je vais vous présenter. OK, donc, la vision de la plupart des vérificateurs, des fact-checkers dans le monde, c'est qu'ils sont des journalistes. Par des raisons fondamentales. D'abord, ils travaillent dans des boîtes qui sont des rédactions journalistiques classiques. Ils se financent surtout grâce à la publicité et aux souscriptions. Donc, ils doivent chercher l'approbation de l'audience. Et d'en plus, ce qu'il fait comme vérification n'est qu'une extension du travail journalistique classique. Les protocoles de la quality press, de la presse de qualité, exigeait qu'avant de rien publier, il fallait vérifier 2 fois chaque source pour ne publier des bêtises. Ce que les agences de vérification font aujourd'hui n'est qu'une extension de cette approche, sauf que maintenant, ça devient une tâche indépendante. On évite tous les rapports journalistiques, on se concentre sur la ponctuation, sur la note qu'on attribue à chaque propos. Puis, il y a la vision d'une minorité qui se conçoit comme quelque chose, comme des chercheurs, pour le dire rapidement, comme des académiques. Ils travaillent dans des instituts de recherche qui obtiennent de l'argent grâce aux subventions, et soit des dons, soit des bourses des agences nationales. Et la raison donc, ils peuvent choisir ces méthodes, ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils vérifient. Et ils se vantent de le faire, la vérification, selon, d'après des protocoles qui contrôlent pour les billets d'une manière telle qu'assure la reproducibilité de ces évaluations. Tout ce qu'ils peuvent faire, je sais, vous pouvez le faire chez vous si vous suivez les pas qu'ils vous proposent. Et de ce point de vue-là, l'objectivité qui atteindra la vérification scientifique, c'est infiniment supérieur et mériterait beaucoup plus de confiance que n'importe quelle source journalistique classique que vous pouvez trouver. Donc, quelle est la différence entre ces deux approches? Je vais vous montrer ça avec un petit graphique qui Alejandro, mon co-auteur, a élaboré. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est une analyse statistique du travail de Neutral, c'est le principal fact-checker espagnol. Ils se mettent toutes les semaines un rapport sur une des chaînes nationales, la Sexta. Et là, dans les barres, vous pouvez voir la probabilité de que chacun des partis politiques en Espagne obtient soit une évaluation positive, soit une évaluation négative. Et pour le dire vite, si tu es à gauche, il est plus probable que tes propos vont être évalués avec la qualification Veras, tandis que si tu es à droite, les probabilités de recevoir une évaluation négative montent d'une manière incroyable. Et bon, vous m'avez dit, évidemment, parce que la gauche dit la vérité et la droite a l'habitude de nous mentir. C'est juste, quel est le billet? Bon, écoute, euh, ça peut, ça peut vous paraître intuitif, mais si on cherche dans la littérature, on ne trouve pas une explication raisonnable de pourquoi les électeurs de droite seront plus prêts à accepter des mensonges que les électeurs de gauche. Parce que si c'était le cas, toute notre théorie normative sur la démocratie, ça veut dire basée sur la recherche de la vérité, où on évite le mensonge, où on pénalise les personnalités politiques qui ne nous disent pas la vérité, ça s'écroule. Donc, même si votre intuition peut être là, il est assez difficile à justifier d'une manière théorique. Une deuxième explication plus possible, c'est, bon, écoute,
Neutral, c'est comme n'importe quel quotidien. Il y a une ligne éditoriale. Les gens qui publient les nouvelles, ben, dans ces cas-là, les vérifications ont ses préférences et on l'exprime à travers des choix des vérificateurs. OK, c'est parfait du point de vue de la conception journalistique de la vérification. Si on se prend pour de journalistes et on essaye juste d'essayer d'avoir une influence sur l'opinion publique à travers nos vérifications, c'est parfait. Mais si par contre on est de soi-disant vérificateur scientifique, ça ne marche pas du tout. Parce qu'ici, on a l'air d'un biais qui, le méthode de vérification reproducible aurait dû contrôler. Donc, vous voyez pourquoi prendre une définition ou autre du métier te met dans une position différente à l'égard de ce type de résultats. Pour les journalistes, that's business as usual. Pour les scientifiques, ben, on ne devrait pas faire ça. Et si vous voulez demander à Neutral à signer une déclaration internationale qui les engage à fournir seulement de vérifications reproducibles. C'est la raison par laquelle, dès qu'on a publié les papiers, on a commencé à recevoir d'appels un peu dans le genre qu'on voyait ces après-midi dans les colloques de la reproducibilité. OK, donc, qu'est-ce que c'est une méthode de vérification? À quoi ça sert? Il y a une grande diversité là-dessus, mais dans toutes les méthodes de vérification, on voit au moins 4 étapes en commun. La première étape, c'est la sélection et identification du propos qu'on va vérifier. D'abord, comment on choisit les propos et puis comment on gère les ambiguïtés qu'on peut y trouver là-dessus parce que on dit les choses avec des expressions parfois imprécises et pour les vérifier, il faut décider qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'exprime. Puis, on doit avoir des règles pour choisir ce qu'on appelle en anglais les evidence-based, ça veut dire les sources des épreuves qu'on va utiliser pour vérifier nos propos. Pour passer après à l'évaluation, il faut avoir des instructions, il faut avoir un protocole pour savoir comment on applique notre échelle de vérification au cas, dans chaque cas. Et finalement, il doit avoir aussi une partie du protocole qui s'occupe de la publication de vérification. OK, on a fait tout ça, comment on va le diffuser on va tout diffuser, on va diffuser seulement une partie. Ce sont les 4 étapes principales de protocole de vérification, mais comme je vous ai déjà dit, il y a une diversité énorme entre protocoles que vous pouvez constater dans l'image dans laquelle vous trouverez une comparaison entre les échelles de vérité des 4 agences internationales différentes, des 3 agences internationales différentes. Il y a seulement 2 points en commun, les valeurs extrêmes, vraies et fausses. Tout le reste est différent et on n'a pas de règles pour transformer les ponctuations d'une agence dans les ponctuations de l'autre. Même s'il y a cette diversité, il y a aussi une grande pression pour la convergence. Il y a des instituts là-bas, comme la International Fact-Checking Network, qui proposent des recommandations pour unifier les protocoles de vérification de les différentes agences internationales. Et toutes ces recommandations se fondent sur les principes de la reproducibilité que je vous ai déjà présenté au moins 3 fois. Encore une quatrième, tout ce que le vérificateur fait chez lui, chez son agence, doit être reproducible par l'audience. Ça, c'est la garantie de crédibilité. Et si on trouve des divergences, on doit avoir un protocole de correction qui permet à l'audience de corriger les registres publics des vérificateurs. Le International Fact-Checking Network, cet institut, fait aussi comment se dit en français, audit. L'audit, des audits pour savoir si les agences qui ont signé son protocole suivent effectivement sa recommandation. OK. Et à quoi ça ressemble, sa recommandation? Par exemple, on nous dit qu'il faut éviter à tout prix que les préférences politiques de chaque vérificateur ont une influence sur son travail.
on le fait à travers des normes, de règles qui lui expliquent qu'il doit pas se concentrer d'une manière unilatérale sur un des partis politiques. C'est que justement Neutral a fait dans l'image que je vous montrais avant. Il faut garder un équilibre entre vérification. Il ne faut pas se focaliser, s'obséder avec un parti politique. Il faut distribuer l'attention entre tout ce qui travaille là-bas. Donc, pour éviter que les préférences de chaque vérificateur contaminent ses résultats, il s'impose des règles de régulation des conflits d'intérêts assez complexes. OK. Jusqu'ici, la partie informative, j'espère vous avoir expliqué comment ça marche, les agences de vérification. On commence avec la discussion philosophique. Une première réaction au moins entre les philosophes des sciences, c'est questionner à quel point la reproducibilité, c'est les valeurs épistémiques de référence pour une telle tâche, la tâche de vérification. Et entre les philosophes de l'expérimentation, on dirait que non, que la reproducibilité, c'est pas les valeurs correctes. Par une raison, on peut avoir des expériences reproducibles qu'on ne serait pas prêt à croire. On parle souvent du cas du valeur thérapeutique de la prière. Il y a eu des essais cliniques dans lesquels on a montré que dans des conditions très générales, prier pour un patient améliore ses chances de récupération. Donc, est-ce que vous serez prêt à croire à l'efficacité thérapeutique de la prière sur la base de cette expérience reproducible? Moi, comme d'autres philosophes des sciences, dirais non, parce qu'on devrait savoir quel est le mécanisme à travers lequel la prière a cet effet thérapeutique pour savoir si l'expérience est bien faite ou c'est un résultat aléatoire. Mais même si la reproducibilité n'assure pas la vérité, ça peut être une manière de rapprocher n'importe quelle activité à la vraie voie de la science. Ça veut dire, si vous voulez faire une discipline plus scientifique, essayez d'y mettre des protocoles reproducibles. Et les principaux arguments qu'on peut trouver là-dessus, on les trouve dans l'histoire classique de la thermométrie qui nous propose Rasokchank, dans lesquels il montrait comment, au XVIIe siècle, des gens qui avaient des conceptions complètement différentes de la température, qui avaient des échelles complètement incomparables, qui avaient des théories sur les phénomènes qui étaient intraduisibles entre eux. Par contre, comme ils étaient tous d'accord sur le principe de qu'ils mesuraient la même chose et que chaque mesure de l'un devait se reproduire avec les méthodes de l'autre, dans quelques décennies, ils sont arrivés à une conception en commun de la température, une manière standardisée de la mesurer. Et de ce point de vue-là, cette pression pour la reproducibilité a ouvert la porte à la transformation d'une tâche artisanale dans une partie, dans une théorie physique solide et consolidée. Est-ce qu'on pourrait faire pareil avec la vérification? Bon, une manière de se poser la question, c'est et qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir une vérification plus reproducible? Bon, dès que la vérification se base sur des protocoles, et les protocoles ne sont que des ensembles, des instructions, on pourrait se demander quelle forme d'instruction fait une tâche plus reproducible. Et dans la philosophie du droit, on trouve une classification des normes que je trouve s'applique de manière très pertinente dans ces cas-là. Et ici, la traduction se complique. Il y a de l'un côté des normes que le philosophe du droit appelle rules, règles. Ce sont des énoncés conditionnels dans lesquels si on te dit si X se passe, il faut faire Y. Okay? Ça, c'est très, très automatique et n'est pas ouvert à l'interprétation. Si vous voulez avoir un protocole de vérification reproducible qui garde un équilibre entre les différentes parties politiques, vous pouvez imposer au vérificateur une règle qui dit si vous savez vérifier un parti de droite, passez maintenant à un parti de gauche ou à l'inverse. Et à la fin, en suivant cette règle, on aura un équilibre parfait, 50-50, entre les partis politiques de chaque pays.
Mais le problème des règles, de rules, c'est qu'ils sont assez stricts, ils sont rigides. Ils ne permettent pas beaucoup de flexibilité. Et c'est peut-être la raison par laquelle la plupart des agences de vérification ont choisi de ces standards. Des standards comme ceux qu'on a trouvés dans le catalogue de l'IFCN. Pour garder l'équilibre, ne vous obsédez pas avec un des parties. Essayez de ne pas être unilatéral. Comment est-ce qu'on fait ça? Bon, c'est chaque vérificateur de l'interpréter. Et c'est cette interprétation qui facilite l'application de les standards et aussi complique la tâche de la reproduction. De la reproduction parce que si, a priori, on nous dit mais de quelle manière pouvez-vous atteindre une reproducibilité plus parfaite, c'est clair qu'avec des règles et non avec des standards, on ferait mieux. On a une illustration parfaite de ce que ça voudrait dire une vérification fondée sur des règles dans le sens des rules, dans des sites de vérification automatique qu'on peut trouver à l'Internet comme Claimbuster. Là, on s'en sert de techniques du Natural Language Processing, que ça doit se dire de la même manière en français, j'imagine. Ça veut dire, ça nous sert à extraire les propos et abstraire du propos une forme linguistique standardisée qui puisse être vérifiée d'une manière automatique à travers des algorithmes statistiques. Et ça nous donne une reproducibilité parfaite. Parce que si on essaye de lui proposer à l'algorithme de Claimbuster le même propos, on aura toujours la même réponse. Reproducibilité parfaite. Sauf qu'il y a des limites. Ça ne marche que pour l'anglais, pour des structures grammaticales assez simples, pour lesquelles il y a un accord universel sur les types de vérification qui, par exemple, un énoncé statistique, le produit intérieur brut a grandi, on va au ministère de l'économie et on vérifie si ça marche ou pas. Pour tout le reste, la vérification automatique ne marche pas. Et voilà le dilemme philosophique que je propose ici aux vérificateurs. Vous pouvez avoir effectivement une vérification parfaitement reproducible, comme celle de Claimbuster, mais ça ne nous sert qu'à la vérification des propos complètement irrélevants. Ça veut dire des énoncés triviales. Tandis que si vous voulez chasser les mensonges intéressantes avec des structures grammaticales complexes, on ne peut pas se servir de règles. Il faut utiliser des standards. Mais le problème des standards, c'est qu'ils ne sont pas reproducibles parce que l'application de chaque standard dépend d'une interprétation personnelle du vérificateur qui ne peut pas se faire explicite pour chaque vérification. Et ça, on l'a testé avec nos études de terrain dans des agences de vérification espagnoles. Donc, si le dilemme se entre la reproducibilité, entre la reproducibilité triviale et la pertinence irreproducible, j'imagine que la plupart de nous, citoyens de démocratie occidentale dans lesquelles la presse joue un rôle fondamental, on dirait non, on peut la pertinence. Et si on veut la pertinence, donc, à quoi ça sert toute la rhétorique de vérificateurs? Si les journalistes sont conscients de que chaque vérificateur, ils le sont, parce qu'on on en a parlé avec eux, et ils nous ont confirmé. Si les vérificateurs sont conscients de que chaque vérification dépend des choix personnels qui ne peuvent pas s'expliquer d'une manière directe et explicite, à quoi sert toute cette rhétorique thermométrique dans laquelle on voit des échelles, on voit des valeurs simples, on évite les explications complexes de la presse traditionnelle pour justement tout simplifier dans un chiffre.
Ça, c'est notre conclusion. Si on accepte le principe de que scientifiques et journalistes cherchent tous la vérité, c'est clair que les fact-checking ne fait rien que la presse traditionnelle ne pourrait pas faire. Sauf que dans la presse traditionnelle, on nous présente on essaye de nous présenter le raisonnement complet qui conduit à une conclusion. C'est-à-dire, dans les quotidiennes, vous trouverez tout le recueil des informations que le journaliste a pu ramasser et l'interprétation qu'il nous propose. Et c'est à nous de décider si on les croit et si on considère une mensonge, vraiment une mensonge ou pas. Tandis que dans les agences de vérification, on n'a qu'une échelle et 3 lignes pour justifier l'application de cette échelle. À notre avis, cet usage public des images scientifiques, je ne sais pas si se voit dans l'image, ça nous fait penser à ce que Richard Feynman appelait les cargo cult science. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les avions américains ont cessé d'apporter de suministres aux bases qui se trouvaient dans les Pacifiques, les natifs, pour attirer à nouveau les avions, ont commencé à construire des airports en paille, comme ces radars que vous pouvez voir en haut de l'écran. Et ils ont développé ce que les anthropologues ont appelé les cargo cults, un culte cargo. Parce qu'à travers de ces faux aéroports, ils essayaient d'attirer les avions et la bénévolence de Dieu qui leur fournit des cargos. Bon, on pense que l'agence de vérification fait pareil avec la science. Il nous propose une apparence de scientificité, il nous propose un vocabulaire des échelles, de reproducibilité, d'objectivité et manque absolu de biais que dès qu'on décortique ce qu'on fait, comme je vous ai montré dans les cas du neutral, disparaissent. De ce point de vue-là, la vérification, c'est juste un prétexte pour justifier ce qu'on appelle un journalisme low cost. Ça veut dire c'est plus facile à produire, c'est pas cher produire des vérifications. On peut produire des dizaines dans une après-midi et c'est incomparablement moins cher que produire une chronique journalistique classique dans laquelle on essaie de tout expliquer pourquoi. Pour la santé de nos démocraties et pour la préservation de l'image publique des sciences, on pense qu'on devrait protéger le journalisme classique et s'opposer aux agences de vérification. Et en 35 minutes, à toute vitesse, comme je vous avais promis, c'est ça que en essence, je voulais vous raconter. Maintenant, on peut en parler, je peux vous donner plus de détails ou on peut aller dîner, comme Anna choisisse. Super, merci beaucoup. Bon, moi je suis choquée, donc je prends des questions. Me dites si vous avez des questions ou des remarques. Les gens en ligne sont invités évidemment aussi à contribuer. Levez votre patte en ligne. Mais sans doute, déjà, vous avez des choses à dire. Okay. Moi, avant que, voilà, juste une petite question vraiment factuelle. La particularité de ces services dont je parle, je ne les connais pas tous, hein, mais par exemple, les services de Libération ou les décodeurs du monde, leur particularité par rapport à la presse, à la presse originale, disons, c'est qu'ils sont toujours gratuits. Et ça change un tout petit peu dans les marchés actuels de l'information. C'est super important. Tu ne peux pas partager, par exemple, sur Twitter comme ça, un article du Monde parce que la plupart des gens n'ont pas accès à l'article du Monde. En revanche, l'article des décodeurs ou l'article de fact-checkers d'eBay, bah, ça, c'est partageable avec tous. Est-ce que pour toi, ça fait partie du problème, du coup, ou est-ce que tu situes ça dans cette défense du journalisme? Parce qu'effectivement, c'est moins cher, je suis d'accord, mais il y a un autre statut. Justement, pour clarifier, est-ce que David parle vraiment de ça? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ce n'est pas des agences qui ont des thermomètres. Bah, des cortiques un petit peu des propos. Je te montre. Il y a trois types d'agences dans le monde.
Voilà tout un panorama. Dans les démocraties occidentales, le pays riche, ce qu'on voit sont le type d'agence que je vous ai présenté dans les deux premières diapos. Ça veut dire soit des agences de presse, soit des instituts académiques qui proposent des vérifications d'une manière indépendante. Mais dans d'autres pays, surtout s'il y a un régime un peu répressif, la vérification devient un espèce d'activisme. Et là, ça se finance comme on peut, ça se diffuse comme on peut, et ça sert surtout à questionner la presse du régime. Ça, on appelle aussi la vérification, même si c'est une tâche plus proche à l'activisme qu'au journalisme. Et entre ces deux pôles, il y a tout un tas de variations. Mais la raison par laquelle euh, pas mal des agences peuvent fournir ce service, ces évaluations d'image gratuites, c'est grâce aux subventions de Facebook et les géantes du journalisme de plateforme qui justifient à l'égard des agences régulatrices qu'ils font quelque chose pour contrôler ces contenus grâce à ces subventions aux agences. Donc, on peut se demander si ça fait quelque chose ou si c'est juste un prétexte pour continuer à faire comme ils ont toujours fait, rien quand il s'agit de contrôler la désinformation. Du point de vue de l'audience, tu peux me dire, bah écoute, c'est gratuit, ça fait quelque chose. Oui, mais c'est comme il y a 10 ans, vous vous souvenez encore, quand il y a plus de 10 ans maintenant, quand toute la presse gratuite, les genre Métro et d'autres, ont émergé comme alternative à la presse traditionnelle. C'était gratuit, effectivement, ça pourrait rendre un service, mais on s'est rendu compte tout assez, assez tôt, dès que tu es payé entièrement par la publicité et pas par la souscription, tu es dans les mondes de tes annonceurs. Ok, je peux t'expliquer intervenez, parce que je voulais juste continuer juste sur cette veine. Il s'avère que, attendez, cette petite chose, si vous permettez. Ah. Oui, parce que ça, c'est juste ça dans le contexte. Mais tu vois ici que, justement, tu vois pas parce que non, je le vois, je le vois. Mais ok, c'est pas couvert par l'argent parfait. Donc, vous voyez, les décodeurs sont financés par Niel, par le même qui finance Le Monde en partie. Donc, soit dans ces cas-là, dénonce entièrement le système de financement des médias avant de dénoncer les agences. Parce qu'il s'avère que dans le contexte français, les deux sources de décodage les plus célèbres sont entre les mains de gens tout à fait problématiques. Patrick Drahi d'un côté et de l'autre côté Xavier Niel, qui ont des agendas, voilà. Sans surprise, c'est pas M. Bolloré qui va sponsoriser le décodeur gratuit. Hein, ça, Bolloré veut maintenant acheter notre Le Monde, Le País, le quotidien de référence en Espagne. C'est pas vrai. Merci. Donc tout se complique. Il y avait un reportage d'Arte, un docu qui avait été fait sur Bolloré et qui avait l'ambition en fait d'avoir le même empire que Rupert Murdoch. Ils sont même très amis les deux et ils souhaitent vraiment ça. Et justement, j'ai une question. Est-ce que justement les manias des médias vont pas chercher justement à accaparer ou à créer des agences de fact-checking justement pour essayer de contrer un petit peu, de faire de la désinformation. Pour être complètement honnête, la plupart des gens que je connais dans les métiers, ce sont des gens sincères qui croient qu'ils font quelque chose du bon pour le monde, qui sont des journalistes classiques. Mais en même temps, ils travaillent sur une pression pour produire des résultats vraiment incroyables. Donc, on ne peut pas attendre un travail de vérification classique dans lequel on a une semaine avant de délivrer une vérification. Donc, ça doit se faire dans 2 heures et on n'a pas le temps de parler avec des experts. Et surtout, parfois, c'est l'auteur des propos qui propose la manière de lui vérifier. On lui appelle, mais qu'est-ce que vous savez vous dire avec ça? Ah, j'avais en tête un rapport qu'on m'a donné, mon secrétaire.
Est-ce que vous pouvez m'envoyer une copie? Ah oui, sûrement. Et même si la copie n'arrive pas, la vérification est délivrée. Donc, du point de vue des intentions, je suis sûr qu'entre les journalistes, il y a plein du monde il y a plein de gens qui sont sincères. Mais d'un point de vue structurel, ce qui délivre à l'espace public, c'est plutôt un bordel de chiffres qu'on ne peut pas décoder. Ça veut dire on a dans un seul pays, je n'ai pas cette image ici, mais imaginez-vous la situation dans laquelle on se trouve quand dans un pays, on a 5 agences de vérification principale avec 5 échelles de vérité complètement différentes. Il y a eu des travaux académiques dans lesquels on a essayé de trouver des correspondances pour savoir à quel point les agences ont dévié, ont des critères communs. Et c'était complètement impossible. Parce que dès qu'on commence, nous les philosophes, on devrait le savoir, dès qu'on commence à gérer le vocabulaire de la vérité, rien n'est facile. Et donc, si un seul agence qui délivre des vérifications consensuelles, ça sonne très bien. Mais si tu as dans un même pays 5 agences qui te proposent des qualifications différentes avec des critères complètement incompréhensibles pour les profanes et parfois pour les vérificateurs eux-mêmes, tous ces bruits délivrés à l'esphère publique, est-ce que ça fait du bon ou plutôt le contraire? Ça, c'est le... Super, merci pour ça. Je vois qu'il y a notre collègue canadienne, tu ne vas pas la voir dans la salle, elle est en ligne, Aude Bandini, qui veut poser la question. Chère Aude, allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Est-ce que vous m'entendez correctement? Aude, est-ce que vous nous entendez? Oui. Aude, manifeste-toi. Je suis là. Mon micro est ouvert. C'est la censure. Je sais pas. Est-ce qu'on ne vous entend pas en tout cas? Donc... Ah oui, attends, peut-être que tout simplement ton... Non, mais je fais mon téléphone, mais... Voilà. Non, c'est pas ça. Ok. Jérôme, il va falloir que... Je sais pas. Pardon? Voilà. Dommage. Attends, dans ces cas-là, tu éteins ton son. Et est-ce que ça fonctionne là? Toujours pas? Là, on vous entend, c'est parfait. Allez-y. Ah, ok, parfait. Désolée. Merci beaucoup, David. Je voudrais juste revenir sur en fait un point peut-être plus fondamental à propos du principe d'après lequel quelque chose qui a été, si j'ai bien noté, vérifié comme reproductible, mais qui ne paraît pas crédible pour autant. Puis tu prenais l'exemple des statistiques qui montrent que la prière, prier pour des patients, ça a un effet thérapeutique, etc. Et tu avais l'air de laisser entendre que, comme un certain nombre d'autres philosophes des sciences, tu n'adhérais pas à ce principe. Mais j'ai l'impression que, en fait, on fait tout ça, croire sur la base de l'autorité d'experts, même sur des choses auxquelles on ne connaît rien et dont on ne connaît pas du tout le mécanisme causal. Quand le médecin t'explique que pour traiter telle ou telle pathologie, tu vas prendre, je ne sais pas moi, un traitement immunosuppresseur, tu penses que c'est crédible sur la base, même si tu n'as aucune idée de la manière dont le système immunitaire fonctionne. Donc, j'ai du mal à comprendre exactement. C'est tout c'est le rôle des experts ou des sources fiables d'informations qui nous permet de croire sur la base de leurs témoignages, quand bien même on n'a aucune idée des raisons ou des processus causaux qui justifient ou qui permettent de vérifier l'efficacité prétendue de ce qu'ils présentent. Alors maintenant, je suis sûre que tu as répondu parfaitement bien, mais je ne t'entends pas. Oui, très bien, on y va. Merci. La réalisation de ces programmes en direct, c'est un peu complexe. Je ne sais pas quel est mon caméra, quel est mon micro, mais je sais quand même. Oui, dès que... Bon, j'essaie de suivre les filles qui nous proposent les agences de vérification elles-mêmes, selon lesquelles la raison par laquelle on devrait faire confiance à ces vérifications, c'est dans la possibilité de les reproduire. Donc, les agences
ne se présentent comme des experts. Tout au contraire, on est des profanes. On suit un protocole que vous pouvez suivre chez vous. Et c'est sur la base de cette reproducibilité que vous devez nous faire confiance et nous croire. Donc, de ce côté-là, ils sont pas, ils sont assez populistes, pour ainsi dire. C'est la citizen science. Vous pouvez le faire vous-même chez vous. Donc, pas en épistémologie, mais en philosophie des sciences, on pourrait se poser la question de la possibilité de reproduire une expérience devrait être un critère pour croire au résultat. Et la réponse est non, pas parce que on n'a pas des experts pour nous conseiller, mais juste parce que pour organiser une expérience, pour essayer de décerner qui sont les variables qui contrôlent vraiment les résultats et quelles sont les variables de confusion qui apportent du bruit, on doit avoir une compréhension au moins basique du mécanisme à travers duquel l'intervention, dans ce cas la prière, délivre un résultat, dans ce cas la guérison. Dans la plupart des expériences de ces cliniques sur la prière, il n'y a pas un protocole là-dessus. On laisse les gens prier de n'importe quelle manière. Ben non, 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 ça a été standardisé. Il y a plein d'études qui ont standardisé la prière. Si, Okay. Ouais, non, mais j'adore ces études. Donc, Okay. depuis le début des années 2000, on a fait plein d'études comme ça, avec des protocoles standardisés, d'une part. Et d'autre part, ce qui était super intéressant, c'est qu'il y avait une étude très célèbre dans American, justement, j'essaie de la trouver, je n'ai pas trouvé, qui a montré que le groupe pour lequel on a prié et qui était au courant du fait qu'on prie pour lui, c'était les groupes qui s'en sont les moins bien sortis. Les groupes pour qui on a prié, mais ils ne savaient pas, c'est sorti aussi bien ou aussi mal que les groupes pour lesquels on n'a pas prié. Mais celui pour qui on a prié et ils le savaient, c'était les pires. Donc c'est très marrant. Okay. Mais avec les mêmes prières et tout ça. Comme l'effet placebo, quoi. Si on est au courant de... Là, c'était nocebo. Non, mais Là, c'est nocebo. juste le contraire. Là, ça confirme d'autant plus ce qu'il dit, puisque du coup, on est toujours sur la reproductibilité, mais pas sur une connaissance d'un mécanisme. Ça, bien sûr. Non, parce que là, on peut commencer à deviner les mécanismes. On peut commencer à se dire, eh ben, peut-être justement, ah oui, psychologiquement, il y a un truc, quoi. Que psychologique, voilà. Non, bien sûr, mécanisme psychologique, c'est... Oui, pardon. Ah non, mais j'adore comme espagnol que je suis, j'adore la tertulia. Continue. Non, mais c'est juste ça. C'est juste que je voulais juste te dire qu'effectivement, on a fait il y avait plein d'études standardisées. Les gens se sont d'ailleurs plaints, ceux qui étaient censés prier. On a fait des interviews avec eux, ils ont dit ouais, c'est un peu nul parce que moi, avec cette prière-là, ça ne me disait pas trop. Donc, je ne sais pas si Dieu a entendu cette prière-là, parce que si je pouvais prier par moi-même, j'aurais prié un peu différemment. Donc, la standardisation de la prière était, pour ceux qui devaient prier, était considérée comme contre-productive. Oui. Non, tu as complètement raison et tu as très bien décrit la situation. C'est juste le mécanisme auquel je pensais, c'était le mécanisme qui connecte la prière avec la guérison. Ça veut dire ça, c'est un mécanisme qui devrait aller à travers de l'intervention divine qui, ça veut dire ça va du sujet à Dieu et de Dieu à l'hôpital. Et ça, on a un petit problème. Là. Et ça, c'est effectivement difficile à contrôler, même si ils ont pris des précautions énormes, comme l'aveuglement des sujets. C'est vrai. Templeton, Fondation Templeton a dépensé des fortunes sur ça. C'est hallucinant. Et là, c'est l'honnêteté de la droite, donc l'honnêteté de la Fondation Templeton, qui même quand ils avaient des résultats négatifs que je viens de citer, ils ont décidé de les publier. Oui. C'est tout à leur honneur. Voilà. Oui, mais on parlait dans un autre colloque que Cyril co-organise ici sur la reproductibilité en général dans les sciences. Et comment peut-on discerner dans les sciences un succès, une expérience qui obtient un résultat réussite d'une manière aléatoire de celle qui l'obtient d'une manière systématique. Ça veut dire comment, si on essaie plusieurs fois à faire n'importe quelle chose, par chance, on va finir au moins une fois pour y arriver. Quel type de contrôle peut-on établir pour différencier cet succès aléatoire de succès systématique?
si on parle de la reproducibilité, ce n'est pas la reproducibilité en soi qui nous le garantit, c'est plutôt la structure causale de l'expérience. Et de ce côté-là, pour revenir aux agences de vérification, l'argument contre ces agences que je présentais, c'était plutôt, bon, écoute, même si on testait votre vérification sur une audience, sur un échantillon randomisé de votre audience, pour savoir s'ils arrivent à obtenir les mêmes qualifications pour un propos que vous avez proposé, ça ne serait pas suffisant. Ils devraient suivre exactement les mêmes pas du protocole que vous avez proposé. Et c'est là où on commence à trouver les problèmes. Parce que comme le protocole se base sur des standards, des normes interprétables, chacun les interprète à son gré. Et si on arrive au même résultat, à la fin, ça peut être par chance. De ce côté-là, pour revenir à la question d'autres, ce n'est pas sur la base de l'avis des experts, soit les médecins, soit les journalistes, qu'on doit croire au succès du traitement. C'est sur la base de les procédures du PREF. Dans ces cas-là, les protocoles de vérification, dans le cas des médecins, le essai clinique. Je laisse Aude rebondir sur ça. Oui. Attends, je ferme mon micro. Ah, non, non, non. Aouh! J'avais l'impression que Dieu me parlait, mais peut-être que ta parole est en fait envoyée à Dieu qui me la répercute directement à Montréal. Alors peut-être que c'est moi qui suis ben épaisse, comme on dit en bon québécois. Je ne comprends pas la différence entre le niveau épistémologique et le niveau de philosophie des sciences, dans la mesure où dans les deux cas, il me semble que les raisons de croire, enfin, le type de théorie de la justification, dans les deux cas, c'est une forme d'externalisme. C'est-à-dire que le sujet n'a pas nécessairement besoin d'avoir accès aux raisons qui justifient sa croyance. Il part du principe, à tort ou à raison, que les résultats qu'on lui donne ou les assertions qui sont réalisées sont fiables, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi... En fait, qu'est-ce qui distingue le type d'approche que tu proposes d'une thèse beaucoup plus peut-être simple qui consisterait à affirmer, en fait, les agences de vérification se présentent comme des expertes, alors qu'en réalité, ce statut d'expertise n'est pas, comment dire, il ne mérite pas ce statut d'expertise-là. Précisément pour toutes les raisons que tu as évoquées par la suite, à savoir les nombreux biais et le fait que Alors, fondamentalement, c'est du journalisme. oui, d'une certaine manière, on pourrait imaginer une situation plus abstraite comme celle qui est habituelle en épistémologie dans laquelle on se pose la question d'un niveau méta. Okay. Imaginons-nous une agence de reproduction, une agence de vérification qui a trouvé un protocole parfaitement reproducible, qui a découvert, qui a établi la science de la vérification. Si cette agence présente à cette audience, bon, écoute, on a la science on a la science du fact-checking, essayez chez vous, vous saurez voir que si vous suivez nos instructions, vous arriverez à la même manière. Sur un plan méta, on pourrait nous poser la question de oui, ok, je le fais chez moi, j'arrive à la même conclusion. Mais pourquoi est-ce que je vous devrais faire confiance? Qu'est-ce que ça montre? À quel point cette reproducibilité indique quelque chose de plus profond? Ok, on est tous d'accord, mais on pourrait être tous d'accord par des raisons complètement... quand on prie d'une manière standardisée grâce à des institutions qui nous expliquent comment on doit le faire. Il n'y a pas de surprenante dans cette coïncidence. Ok, je vais éviter cette question épistémologique de base parce que je vais essayer de suivre les fils des agences de reproduction elles-mêmes. Ce sont les agences qui nous proposent de leur croire sur la base de la reproducibilité de ces vérifications. C'est le International Fact-Checking Network qui nous dit on est beaucoup mieux que les journalistes parce que nous, on vous propose des évaluations reproducibles. Et je pris ça à face value
je vais essayer de voir où est-ce qu'on pouvait aller. Je vais essayer de donner, d'être les plus charitables possible dans l'interprétation de ces critères de reproducibilité. Mais si on passe à la question de pourquoi y croire à la reproducibilité dans n'importe quel domaine de la connaissance, ce n'était pas mon question, mais ça, ça c'est encore pire pour les agences. Je trouve pas la manière de, je vois pas la manière de trouver une réponse à cette question épistémologique abstraite qui ferait plus douce la tâche de vérificateur. Très bien. On peut revenir à la prière si tu veux. J'avais proposé des talks pour ce soir. L'une, celle-ci que vous voyez, l'autre était sur la race en Espagne au VIe siècle et comment on pouvait changer de race. La race à l'époque, c'était la religion. Et donc, on peut. Je suis prêt pour changer de sujet. Comme c'est trop bref, si vous voulez, en 30 minutes, je vous donne l'autre. Et Ah comme non, mais ça. on a d'autres questions, hein, donc c'est pas encore, Okay. c'est pas encore libéré. Dites. Étant scientiste, chercheur en chimie, et je pourrais peut-être rejoindre quelques commentaires de vous là, sur les expériences expérimentales. Alors, en fait, le problème, c'est quand on fait une expérience, on a un dessin, machin, on ne peut jamais prévoir tous les paramètres qui vont influencer ça. Et du coup, on arrive à des résultats, je dirais, dans certaines manières, c'est toujours aléatoire. En extrême comme ça, parce qu'il y a toujours des paramètres qui ne sont pas contrôlés. Il y a toujours des paramètres qui ne sont pas contrôlés parce qu'on ne savait pas. Et puis, dans ce cas-là, au moins sur les influences de ces paramètres inconnus-là, c'est aléatoire. Du coup, même si on arrive à reproduire quelque chose, je dirais, est-ce que c'est vraiment la vérité, je dirais, par définition philosophique, est-ce que c'est vraiment un fact? J'hésite à dire ça, en fait. Merci. C'est une question encore plus profonde, mais je vais aussi essayer de répondre. Ma vision, je travaille surtout en philosophie de la médecine. J'analyse les essais cliniques et pourquoi on y croit. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de crédible dans les expériences scientifiques. Et comme vous avez bien expliqué, dans chaque expérience, il y a toujours des facteurs qu'on n'arrive pas à contrôler. Il y a toujours un élément aléatoire dans les résultats. Et ça doit être exprimé par l'analyse statistique de nos données. De ce point de vue, je suis complètement d'accord. Mais je vois la question de la manière suivante. Dans chaque expérience, on a une communauté scientifique, des expérimentateurs qui ont des intérêts différents, qui ont des visions parfois contradictoires sur ce qui doit arriver, mais qui vont essayer de trancher ces divergences à travers du test. Et donc, on s'est dit, comment pourrait-on organiser des tests de manière que tout le monde acceptera les résultats, n'importe si c'est contre ses intérêts ou pour ses intérêts. Parce que c'est comme une espèce de tirage à sort, une loterie. OK. On va distribuer une bourse d'1 million d'euros. On va les faire à travers un tirage à sort. De quelle manière doit-on organiser ce tirage pour que tout le monde accepte les résultats et personne proteste dès que le tirage est fait? Ah non, vous avez triché, c'était pas mal fait. Vous avez favorisé une telle possibilité et pas l'autre. Dans une expérience comme dans un tirage à sort, il faut avoir l'accord de la communauté sur la manière dont on l'organise pour nous assurer que tout le monde va accepter les résultats. Même si les résultats vont contre les intérêts d'une des parties.
C'est la manière auquel j'interprète cette dimension aléatoire que vous présentez. Dans les cas des agences de vérification, ce qui montre le panorama des agences, la diversité des protocoles, c'est qu'il n'y a pas un tel accord. On n'a pas un consensus sur la manière auquel on pourra organiser une vérification de manière que tout le monde acceptera la note qu'on attribuerait à chaque propos. Et c'est ce qu'on voit dès qu'on introduit de différentes échelles. Chacun propose la sienne, mais on ne sait pas vraiment laquelle doit-on accepter. Bien sûr, les moyennes de droite ont des préférences sur la manière de noter, les moyennes de gauche ont d'autres. Ça nous montre quelle est la distance entre la tâche des agences de vérification et la science. Les scientifiques sont d'accord sur la manière d'organiser l'expérience, même si ça peut leur contredire. C'est très intéressant qu'on en soit venu à des exemples en lien avec la science, alors que le titre était de la vérification des faits politiques. Et je me demande si, d'après ce qu'on vient de dire, on peut imaginer le fact-checking des faits politiques de la même manière, étant donné que la science parle de choses peut-être plus complexes, de la même manière que le fact-checking en science. Oui. C'est ça. Je trouve ça intéressant qu'on parle de la vérification des faits politiques et que finalement, on ait beaucoup parlé des exemples en lien avec la science. Mais est-ce qu'on peut vraiment imaginer que le protocole de vérification dans ce type de dispositif puisse être le même si on change de domaine, étant donné que la science... Je rajoute une question, c'est... Attends, parce que les gens en ligne n'entendent pas du tout. C'est quoi les faits politiques qui sont vérifiés? C'est mon erreur de traduction. On pose la question de savoir quels sont les faits politiques qui sont vérifiés. Quel micro? Oui, non, mais comme vous avez constaté ici, j'arrive à m'exprimer en français, mais dès que je passe à l'écrit, en français, c'est beaucoup plus faible. Cette vérification des faits politiques, c'est de vérification des propos politiques. Ça aurait été plus précis, les discours politiques, oui. Mais c'est excuse pour ça. Mais on s'est posé la question de quelle manière pourrait-on faire une vérification scientifique si on oublie tout le bordel qu'on trouve entre les journalistes et on se pose la construction d'une méthode d'une manière, pour ainsi dire, cartésienne. Donc, le premier pas dans une telle vérification scientifique serait l'échantillonnage. Pour choisir le propos qu'on devrait vérifier et éviter des biais dans le choix, il faudrait les faire à hasard. Donc, le problème, c'est que dès qu'on tire à hasard sur l'ensemble des propos politiques qu'on trouve dans les quotidiens chaque matin, pas seulement la population est immense, mais il est impossible à glacer. Ça veut dire, on y trouverait des propos sur une petite mairie dans le sud profond de la France. On trouverait des propos de Barack Obama sur ce qui se passe en Israël. Et on devrait tirer à sort et vérifier. Et ça pourrait nous donner, pour ainsi dire, une espèce de thermomètre de la vérité dans nos discours publics. Il y a une question qu'on s'est posée avec des politologues. Ce principe de que la démocratie se base sur la vérité, ça se fonde sur quoi? Est-ce qu'on sait combien de mensonges une démocratie peut résister? Est-ce que tous les mensonges et toutes les vérités comptent de la même manière pour la santé de nos démocraties? Personne n'a aucune idée. Mais pourquoi tu penses tout à fait sérieusement, donc Claire, sans doute tu penses aussi, parce que tu as posé cette question aux étudiants récemment. Et effectivement, pourquoi tu penses que la démocratie va s'effondrer à cause de l'existence du mensonge? Et aussi, en disant cela, je t'ai posé une autre question. Est-ce que tu es sûr de ton cours en disant que la droite et la gauche ont le même rapport à la vérité? Donc, il y a des études de Georges Lakoff de Berkeley sur ça. Et effectivement, l'existence
du côté de droit de l'échiquier politique aux États-Unis, l'existence des think tanks qui sont en train d'élaborer des stratégies tout à fait sophistiquées pour penser à la manière dont leur discours politique va être framed, donc cadré, l'existence même de toutes ces institutions montre que la droite vise l'efficacité vise l'efficacité indépendamment donc la réalisation de leurs projets politiques indépendamment de la réalité. Or, la gauche, qui est critiquée pour cela par Lakoff, qui est démocrate par ailleurs, la gauche ne réfléchit pas du tout sur le cadrage de leur discours, parce que la gauche donne les choses, les démocrates présentent les choses sans aucun filtre. Donc, les travaux de Lakoff sur le langage de la droite et de la gauche, donc des démocrates pardon, et des républicains, montrent que, de toute évidence, les démocrates ont une espèce de ethos de la sincérité, ça fait partie du module. Or, cet ethos de la sincérité est surpassé par l'ethos de l'efficacité du côté donc républicain. Effectivement, il se pardonne à l'intérieur du parti beaucoup plus de mensonges tant qu'il les amène vers un certain objectif. Et moi, à vrai dire, je ne vois pas, même si évidemment ce n'est pas ma façon de faire, ça ne me paraît pas anti-démocratique en un sens. Mais il y a un moment où le seuil est dépassé. Mais ce n'est pas l'existence du mensonge ou de la manipulation qui fait que la démocratie va s'effondrer. C'est justement le seuil. Est-ce que ce seuil est quantifiable? Est-ce qu'on peut l'envisager? Voilà, c'est ça ma question. OK. Bon, c'est juste pour quantifier cette seuil qu'on s'est posé la question de comment devrait-on le faire, comment peut-on construire un baromètre de vérité dans le discours public. Mais on n'est pas allé très loin. Mais pour moi, l'expérience qui montre, pour moi, l'expérience qui m'a fait penser que la gauche et la droite sont sur le même plan en ce qui concerne les vérités, la mensonge, c'est l'Union soviétique. Parce que l'Union soviétique, c'est un régime, un principe de gauche, qui s'est basé sur des statistiques. Ben, écoute, ça peut se discuter. Non, mais le principe, c'est pourquoi moi, je travaille sur l'industrie pharmaceutique et je me suis posé une question un peu bête, mais l'Union soviétique a réussi à fournir des services sanitaires redoutables, ça veut dire la production des médecins, des infirmières, etc., qui sont offerts au tiers-monde d'une manière très généreuse. De ce côté-là, c'est vrai que du point de vue de l'éducation en santé, l'Union soviétique a marché très bien. Mais du point de vue de... si c'est Staline, je ne suis pas là. Mais du point de vue de la production de thérapies, de médicaments, l'Union soviétique a seulement réussi à enregistrer une seule brevet pendant ses 70 ans d'histoire. Et brevet. Et pourquoi ça? Parce que la production industrielle a été toujours le bordel à l'Union soviétique, et même aujourd'hui en Russie, comme on a vu à propos de la vaccine Mir. Ça veut dire la production de médicaments, c'est un processus industriel très complexe dans lequel on doit avoir des processus très précis, très bien calibrés, dans lesquels la vérité est absolument essentielle. Tandis que les administrateurs de l'industrie russe ont fait l'habitude de mentir à ses responsables pour faire semblant que ces objectifs, de ces buts annuels de production ont été servis. Résultat, sauf pour l'industrie de l'armement, tout le reste de l'industrie soviétique a été plutôt le bordel. C'est le prix du paye si tu n'acceptes le mensonge. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la tolérance à la vérité ou à la mensonge, c'est une caractéristique humaine orthogonale aux croyances politiques. Même si... Bah... Vas-y. Non, parce que pour mesurer cela, il aurait fallu que tu mesures la gauche et la droite dans le même régime.
Et tu pars du principe que tous les Russes étaient de gauche, ce qui est absolument pas vrai. L'esprit des Russes, c'est un esprit. Je veux dire, l'Union soviétique est un. Dire ça en polonaise. Oui, c'est ça, tu sens vraiment super mal avec polonaise de gauche face à l'Union soviétique, que je considère comme l'impérialisme. Tu es la honte de ta patrie.